Les amis, comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre très atypique. Je suis venu faire un peu du drone. C'est très beau de faire du drone dans ce genre d'endroit. Il y a quand même un peu du vent, je ne sais pas si vous allez le sentir dans la vidéo. Et en parlant du vent, on va plutôt se diriger dans une zone du Sahel. Une zone du Sahel où il vente, il pleut et il fait également très chaud. On va dans le pays des hommes forts, au Burkina Faso. Je n'ai pas la thune pour t'emmener sur la lune. Mais alors les amis, pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je me retire souvent vers des endroits assez lointains comme ça où je me pose dans le calme en train d'observer? C'est tout simplement parce que, vous savez, on est aujourd'hui très connecté, très actif sur les réseaux, on est très branché, on est très sollicité de partout. Ça force à ce que on est tellement dans notre monde qu'on ne fait plus abstraction de tous ces éléments. Vous savez, toutes ces sollicitations, ça fait partie de notre monde qu'on ne voit plus le monde dans notre prisme. Le fait de se retirer, de se couper des réseaux, de se couper de juste se connecter avec la nature, parfois juste de se balader, ça fait d'une part oublier certains problèmes qu'on a et d'autre part, tu te rends compte à quel point tu es insignifiant par rapport à la nature. Tu te rends compte à quel point tu es insignifiant par rapport au monde qui t'entoure. Tu te rends compte que tu n'es pas seul, tu n'es pas le seul à avoir les problèmes. Parfois, tu te retires quelque part, tu oublies tout, tu laisses tout. Beaucoup de gens, certaines personnes appellent ça retraite spirituelle, d'autres appellent ça simplement retraite, d'autres retraite philosophique, retraite de réflexion. C'est très important de sortir un peu de son monde, de faire pause, peut-être pendant une journée, rien que 24 heures même, quelques heures suffisent parfois pour pouvoir se rendre compte à quel point, au final, le problème qu'on a ou bien la situation qu'on traverse, elle n'est pas si grave que ça. Il suffit parfois d'un certain retrait. Et retenez bien ce principe, le retrait. Le principe de retrait, c'est un principe que j'utilise beaucoup dans mes processus de conception. Vous l'avez jamais deviné parce que je ne vous l'ai pas souvent dit, mais ça s'assemble généralement avec le cantilever, avec le porte-à-faux. Pourquoi? Parce que pour réaliser un porte-à-faux, il faut se retirer. Et ça sera un élément clé dans ce projet. Quant à la question sur comment est-ce qu'on travaille avec le vent et le climat qu'il nous a donné, pour ça, on va se diriger dans mon bureau. On va parler du sujet en profondeur. Cette balade m'a fait le plus grand bien, vous ne pouvez pas l'imaginer. Comme mentionné tout à l'heure, le projet dans lequel je vous emmène aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. C'est vrai, on voyage beaucoup sur cette chaîne, je vous emmène à travers différents projets. Ça m'intéresse beaucoup cette notion de concevoir un peu partout parce que ça travaille ton stimulant intellectuel. On découvre de nouvelles régions, de nouvelles façons de vivre, de nouveaux peuples, de nouvelles façons de construire et de faire les choses. Et moi, ça me stimule énormément. On est dans la ville de Ouagadougou, plus exactement dans le quartier Ouaga 2000. Certains d'entre vous connaissent énormément ce quartier. Avant de commencer à penser à quel type de projet on va implanter, quel type de building on va implanter, intéressons-nous d'abord au climat et aux environnements qui vont accueillir ce projet. Au Burkina Faso, on a 5 mois où il pleut énormément, de juin à octobre. On a 4 mois de saison froide et sèche qui sont de novembre à février. Et on a 3 mois de saison chaude, mais vraiment très chaude, de mars à mai. La ville de Ouagadougou est très peu dense, donc pas forcément faite pour la marche à pied. Par contre, on va noter un élément vraiment très important dans la ville, c'est les taxis motos. Les petites motos que vous voyez qui circulent, c'est vraiment un élément très clé dans la ville. La plupart des gens, on va dire, si ce n'est un grand pourcentage, je ne connais pas les pourcentages exacts, mais on va dire un grand pourcentage de la population roule en taxi moto. La population qui roule en moto est très diversifiée, tant dans les femmes comme dans les hommes. Un élément clé qui sera à retenir, c'est que dans la ville, on va retrouver énormément de poussière. Énormément de poussière se dégage lors des passages des 2 roues, des passages des 4 roues, ou même dans la ville en général. Et cette poussière, elle est due notamment à la forte présence des vents dominants. Les vents dominants proviennent généralement du sud du pays, mais également en saison sèche, il y a des vents qui soufflent d'est en ouest, et ces vents emportent énormément de poussière avec eux, ce qui cause notamment énormément de dommages superficiels comme des bâtiments qui ont l'air vieux alors qu'ils sont assez jeunes. C'est donc la première problématique qu'on va identifier pour notre projet, les vents dominants. Le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est quoi? Si vous vous souvenez du dernier vlog que je vais réaliser, le cahier des charges, c'est un document dans lequel le maître d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage, c'est le client qui écrit, donc il donne son programme. Son programme, ça peut être constitué de ses besoins, lui, pour sa construction. Il me dit, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cette maison, j'ai besoin de telle surface, et moi, je transforme son cahier des charges, donc ses idées, ses besoins, en surface, en plan. Mon client, qu'on va appeler ici, Monsieur X, a une entreprise, possède une entreprise à Ouaga, une entreprise avec des bureaux et du personnel. Actuellement, il loue une villa R+1, une villa R+1 qu'ils ont eu à transformer en bureau, où ses employés, ses collaborateurs, son personnel vient pour travailler sur place. Donc ils ont organisé les mobiliers, les meubles de telle sorte à ce que ça soit un peu comme des bureaux. Monsieur X possède dans ce quartier de Ouaga 2000 un terrain qui donne au bord de la voie, une voie très passante, un terrain de 475 mètres carrés.
On n'est pas loin des 500. Monsieur X prend donc rendez-vous avec moi, on discute de son projet, il sollicite donc mes services pour la réalisation et la conception de son futur bureau qui n'est autre que son siège social de sa société à Ouaga. Le projet doit être construit sur un R+2 au maximum. Ce qu'ils ne savent pas, c'est quoi un R+2? Un R+2, c'est un rez-de-chaussée plus un niveau plus deux niveaux. C'est ça qu'on appelle R, donc rez-de-chaussée plus deux niveaux. Donc les deux, R+1 et R+2. C'est ça, un R+2. Je vais te lire brièvement le programme pour que tu puisses en prendre connaissance. Le programme sera composé au rez-de-chaussée, donc les demandes de Monsieur X. On doit avoir une accueil normale pour recevoir les gens. On doit avoir un coin repas pour le personnel, un open space, donc un open space qui sera partitionné plus tard en cloisons pour pouvoir recevoir des bureaux. On doit avoir un local technique. C'est pas un local technique en tant que tel, c'est une réserve pour entretenir une certaine demande spécifique liée à son entreprise, hein, ça doit être un petit local. Ensuite, on va avoir des toilettes, bien entendu, ça c'est la logique. Hein. Et au R+1, on doit avoir des bureaux également, mais on doit avoir des bureaux des personnels, on va se dire bureau du financier, ce genre de choses, les bureaux en R+1. On doit également avoir, si possible, au R+1 un autre open space. Et au R+2, on doit par contre avoir le bureau du directeur. Attention, le bureau du directeur et de son assistance. En plus de ça, on doit également avoir une terrasse qui va pouvoir accueillir les membres de l'équipe, le personnel, pour pouvoir faire peut-être des barbecues, ce genre d'activités sur la terrasse. Donc la première complexité, c'est comment est-ce qu'on va lier côté privé du bureau du directeur et côté terrasse qui sera éventuellement public. Et l'idée serait à ce que on puisse accéder du rez-de-chaussée à la terrasse sur une entrée de service. Le projet, sachant qu'on est sur un R+2, on n'est pas tenu de mettre un ascenseur. Donc, un ascenseur ne sera pas prescrit sur le projet. Ça, c'est ce qui est noté. Alors, le grand dilemme, vous allez me demander c'est quoi? Le grand dilemme, c'est que le client, donc Monsieur X, il veut un espace au rez-de-chaussée qui va servir de garage pour 2 voitures. En plus de ça, ce garage doit également recevoir les motos. Vous savez, je viens de vous expliquer qu'au Burkina Faso, on utilise énormément de motos. Pour ceux qui ne connaissent pas, on utilise également énormément de motos. Donc la plupart des collaborateurs, des travailleurs viennent en taxi moto. Donc il faudra que cet espace de parking puisse accueillir les taxis motos. Vous commencez à sentir la complexité de la chose. Vous savez, ce qui prend énormément de surface sur un projet de construction, de conception, c'est les espaces de parking. Les espaces de parking sur sol. Pas sous sol, mais sur sol. Généralement, quand tu fais un espace de parking sur sol, pour vous donner un ordre d'idée, un parking 2 voitures, c'est environ 36 mètres carrés pour les deux. Donc 6 x 6, ça te fait environ 36 mètres carrés. Et avec 36 mètres carrés, tu peux avoir une chambre avec salle de bain et dressing. Vous vous rendez compte de l'ampleur que prend une surface de parking. C'est pourquoi en Europe, généralement, c'est des parkings souterrains. On se pose pas trop de questions. On les met souterrains généralement. En Europe et dans les grandes villes où il y a énormément de densité, pour des problèmes d'espace, forcément les parkings, on les met souterrains dans les grandes villes. Au Japon, à Tokyo, on ne le fait pas parce qu'il y a beaucoup de problèmes sismiques. C'est pourquoi ils n'utilisent pas beaucoup de parkings souterrains pour des maisons habitables. Mais sinon, si jamais on n'était pas dans ces questions sismiques, à Tokyo aussi, ils mettraient des parkings souterrains. Parce qu'à Tokyo, généralement, les parkings sont dans la parcelle ou alors c'est vraiment des coins réservés. Je vous en parle parce que récemment, avec un collaborateur, on travaillait sur un projet à Tokyo. Là, je viens de vous donner exactement le programme que m'a dit le client. Donc, que m'a dit Monsieur X. Ça, c'est son programme dans les grandes lignes. Maintenant, sur le reste des éléments, j'ai carte blanche de faire proposition, c'est-à-dire sur le design, sur le reste. Mais déjà, le programme, ça me permet d'avoir une base sur laquelle partir. On va aller se mettre sur mon bureau derrière pour pouvoir travailler sur ce projet. Mais vous vous rappelez, j'ai déjà une idée en tête du concept de base du projet. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'étais dans le parc, c'est le principe de retrait, le principe de se retirer. C'est ce principe-là qu'on va essayer de mettre en œuvre. Alors, le dilemme, ça sera comment est-ce qu'on va pouvoir se retirer tout en ayant un espace de parking, notamment grand, mais au rez-de-chaussée, on doit aussi avoir un open space. Ce qui veut dire que ça pose quand même question d'espace. C'est un très grand défi que je vais essayer de relever avec vous. J'adore les défis, ça stimule ma réflexion. On va se mettre sur le bureau tout de suite et on va commencer à travailler sur le projet de Monsieur X. Je pense que vous ne vous en rendez pas compte à quel point, d'ailleurs, faire des vidéos, ça prend énormément de temps. Faire des vidéos, discuter avec des clients, tout ce que je fais, c'est énormément de temps. Donc, c'est vraiment de boulot. Pour les gens qui me contactent généralement sur mon compte Instagram, si jamais je vous réponds pas à la minute ou à la seconde ou au jour près, c'est parce que, voilà, on travaille énormément, donc forcément, mais je réponds toujours aux gens qui m'écrivent pour certaines demandes spécifiques. Mais pour m'écrire pour des projets de conception architecturale, le lien est en description. Vous avez le premier lien. Vous prenez rendez-vous comme Monsieur X. Ensuite, on discute de votre projet. Ok, il faut que tu comprennes une chose. Je vais te montrer des éléments. Sur ce projet-ci, nous avons décidé de procéder
De quelle manière? La manière dans laquelle j'ai décidé de procéder, c'était de pouvoir concevoir, donc comme j'ai dit, un projet en retrait. Pourquoi est-ce que je dois utiliser ce principe de retrait? Quand on parle du principe de retrait, qu'est-ce qu'il a à offrir? Je vais vous donner un exemple d'un de mes immeubles favoris. C'est un bâtiment d'un de mes architectes favoris également, Mies van der Rohe. En gros, c'est ceci. C'est le Seagrave Building. Le Seagrave Building, c'est un bâtiment qui est aux États-Unis, hein, à New York. Et donc, comment ça se passe? C'est que c'est un long bâtiment comme ça. Je vais vous montrer. Attendez, 2 secondes, je vais juste remettre ça sur moi. Voilà. C'est un lent immeuble comme ceci. Vous voyez là, tous les bâtiments sur cette avenue-là, c'est une grande avenue à Manhattan, ils sont tous alignés sur la rue. Et que fait ce bâtiment? Il se retire. Pourquoi il se retire de la rue? C'est pour offrir une place ici. Je vais vous faire un petit schéma, vous allez voir. Bon. Là, vous voyez beaucoup mieux. On a le bâtiment, on a la rue qui se prolonge comme ceci. Et donc, la plupart des immeubles, des buildings et tout le reste, ils sont carrément très souvent conçus au bord de la rue. Mais que fait le Seagrave? Il se retire. Il se retire pour offrir un espace devant, pour que le bâtiment puisse respirer. Ça, c'est déjà le premier principe de retrait que vous allez voir généralement sur beaucoup de mes projets. C'est que très souvent, je me retire pour libérer de l'espace. Pour libérer de l'espace de respiration. Parce que je ne me colle pas juste... Parce que là, on n'a pas de mur de clôture, on est à New York. Mais en Afrique, il faut imaginer que si jamais on avait un mur de clôture, ça irait encore mieux dans le contexte africain, parce que dans le contexte africain, bien entendu, les gens, ils utilisent beaucoup le mur de clôture, donc forcément, c'est beaucoup mieux de se retirer pour laisser de l'espace d'entrée. Et donc, ça, c'est le premier principe qu'on va utiliser, le principe du retrait à la rue. Parce que généralement, vu que c'est un bâtiment à usage public, hein, un bâtiment qui est un ERP, on les appelle, de base, pour ces bâtiments, on est censé les mettre, donc les inscrire au bord de la rue, généralement, hein, quand tu es au bord de la rue, parce que tu as des boutiques, ensuite, vous rentrez. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est offrir une place, donc une entrée libre dans laquelle on entre, on se retire du bâtiment. Je vais mieux vous expliquer ça à l'écran, vous allez comprendre. Et deuxième principe que je souhaite illustrer, c'est celui-ci. Vous voyez, ce bâtiment-ci, c'est justement dans mon quartier. Hein, ça, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. C'est un bâtiment, c'est deux grands immeubles, hein, deux grands immeubles de bâtiments de grandes hauteurs de l'architecte Jean Nouvel. Il y a un principe que je veux pouvoir reprendre ici, sur ce projet. C'est un principe qui m'est venu en tête en réfléchissant à ce projet. Vous voyez, cet immeuble-ci, en particulier, il a une tête qui est excentrée. C'est-à-dire qu'il n'est pas droit. Il n'est pas droit comme ça. Déjà, les bâtiments, ils sont pas droits. Les immeubles sont pas droits. Mais encore ici, c'est plus accentué parce qu'il y a cette tête qui est comme penchée. En gros, l'architecte explique qu'il avait fait cette tête de cette façon pour pouvoir avoir une vue sur tout l'axe de Paris. Donc, en passant sur tous les grands monuments de Paris. Donc, c'est pourquoi c'est comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre. Ça, c'est un principe, c'est à peu près le même principe qu'on utilise quand on veut faire du cantilever, donc du porte-à-faux. Et c'est donc ce principe-là qu'on va aussi utiliser dans notre cas de figure pour ce projet. Mais on va l'utiliser pas pour avoir une tête qui regarde, parce que le projet déjà il se retire, donc on n'a plus besoin de ressortir une tête qui regarde. Non, on va l'utiliser pour pouvoir se servir de passoire sur des vents dominants qui arrivent d'ouest en est. C'est des vents dominants qui arrivent d'est en est, pour qu'ils ne viennent pas frapper directement sur la paroi, mais qu'ils se répartissent pour se disperser de nord en sud. Là, je vais vous montrer exactement sur les feuilles, un peu l'organisation du programme. On va passer tout ça en revue. Les amis, le principe que je vous expliquais du Seagrave, c'est celui-ci, donc où on voit là, vous allez tous les bâtiments, les immeubles de bureaux, de commerce qui sont généralement alignés. Et lui, qu'est-ce qu'il fait l'architecte? Il se retire légèrement pour pouvoir offrir cette place aux gens qui arrivent. Ça, c'est un peu les principes des grands bâtiments de grandes hauteurs. Et à l'époque, on le blâmait beaucoup, Mies van der Rohe, parce que même le coût du foncier ici, c'est assez onéreux. Pourquoi il s'était retiré comme ça? Mais au final, c'était très bénéfique. C'était un nouveau type d'architecture qu'il avait apporté dans cette belle ville. Quant à nous, voici notre terrain. Notre terrain, il est là. Alors, je vais vous montrer rapidement. On a une rue, ici, on a la rue. Ici également, on a la rue. Et donc, notre terrain, il se situe à cet endroit-là. Donc là, on a une voie qui est bien, hein, qui est assez bien répartie. En haut également, on a une grande voie comme ça. Là aussi, on a des voies. Et notre terrain, il est dans ce bloc. Exactement là. Il est dans ce bloc ici. Et donc là, l'idée, ce serait d'implanter un projet qui va pouvoir se conformer à la fois au paysage, mais aussi à l'atmosphère des environnements. Donc ici, c'est une voie assez passante. Donc il va falloir faire quelque chose d'assez marquant qui va pouvoir marquer les esprits et l'espace ici. C'est sur ça qu'on va s'atteler. Pour vous montrer un peu le plan cadastral. Le plan cadastral, il est là, comment ça se passe. Donc c'est une parcelle qui fait 25 mètres sur 19 mètres de 475 mètres carrés. La voie étant ici, on a une grande banque de trottoir ici, de ce côté-là. Donc là, les voitures pourront passer. Donc moi, mon projet doit s'inscrire sur cet endroit
précis. En fait, les amis, je voulais faire un disclaimer sur une chose que vous devez comprendre. Quand je vous emmène généralement dans mon processus de conception, ça ne veut pas dire que tous les architectes font pareil, que tout le monde fait pareil. C'est jamais la même chose. Il y a des architectes qui reproduisent souvent les projets qu'ils ont eu à travailler, qui se basent des expériences de ceux qu'ils ont déjà eu à travailler, qui se basent des expériences des autres. On a des façons de travailler différemment. C'est comme si on disait que ce peintre-ci, il dessine de la même façon qu'un autre peintre, donc ce dessinateur, il fait de la même chose qu'un autre dessinateur. C'est exactement différent. C'est vraiment un métier de personnalisation. C'est vraiment une personnalité, ta personnalité qui se transmet à travers ce métier. Ce qui veut dire que moi, j'ai mon processus à moi et je le documente parce que voilà, j'ai envie et que ça me plaît bien de documenter ce genre de choses. Moi, je sais que à mon époque, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui fait ce genre de produit parce que heureusement, on est dans les années 2025 où tous les marchés ne sont plus aussi fermés et que l'Internet a réussi à démystifier un peu certains métiers qu'on croyait complètement impossibles. Moi, il y a des métiers que je vois, par exemple, des soldats à l'armée, comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses que je vois aujourd'hui, des reportages, des métiers dont je ne savais pas l'existence. Et moi, ça me passionne énormément de voir ça, de savoir comment les choses sont faites. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a toujours passionné. C'est que quand je vais prendre, par exemple, un train, quand je suis à la gare, je vois le train, je me dis comment c'est fait, comment c'est fait pour circuler, comment ça roule, comment ça... Et à ce moment-là, je vais faire des recherches. Comment est-ce que le whisky, comment ça se fait, comment est-ce que c'est distillé. Je me questionne toujours sur comment le monde autour de moi est fait. Et c'est comme ça que je trouve des réponses et on apprend, on ne cesse d'apprendre. Ce qui veut dire qu'on ne possède pas la connaissance infinie, mais on apprend au fur et à mesure. Donc là, je vais essayer de mettre un peu plus en idée dans mon projet. Je pense que ça va aller vite parce que là, j'ai trouvé, comme je vous ai dit tout à l'heure quand j'étais dans le jardin, c'est que quand tu as une idée en tête, l'idée, il faut la travailler. Il faut travailler l'idée, il faut travailler la réflexion. C'est vraiment un muscle que tu travailles. Il faut te donner des deadlines. Voilà, je dois avoir une idée dans telle période. Certes, tu peux pas toujours forcer, mais ça vient souvent. Et donc, j'ai appris à entraîner, à travailler ma créativité pour pouvoir sortir des projets assez rapidement parce qu'avec l'afflux des demandes qui viennent, je peux pas faire comme je faisais à une époque où je prenais énormément de temps pour trouver une idée. Non, là vraiment je vais vraiment au simple et au mieux. Donc on finit par trouver des manières efficaces de travailler pour ceux qui sont entreprennent ou ceux qui ont simplement des travaux qui réalisent. Vous savez à peu près que quand tu fais un travail, au début c'est toujours tu vas en tâtonnant et après quand tu viens adapter quelque chose qui te convient, ça devient du tic au tac. Tu adaptes des processus, on appelle ça le processus. Quand tu rentres dans un processus, ça se fait tout seul. C'est pourquoi vous allez voir, il y a quelque part, il faut gérer YouTube, quelque part, il faut que je prenne des rendez-vous, quelque part, il faut que je conserve des clients. Tout est une question de processus. Une fois que ça rentre dans le processus, la machine est enclenchée et voilà. Donc c'est pour ça que il faut toujours veiller à mettre des processus, que les business évoluent énormément et qu'on devient professionnel en ayant des processus. En réalité, ça, on a appris ça de mon travail. Et là, par exemple, je suis en train de travailler, mais je vais écouter la musique. Je ne vais pas vous la mettre. Je vais pas vous la mettre pour ne pas me faire embêter par YouTube avec les droits d'auteur, mais j'écoute souvent la musique et je travaille. Et pour ceux qui se demandent, je travaille pas seul. Je ne suis pas seul. C'est une équipe entière avec lesquelles je travaille. Je travaille avec des gens qui sont dans plusieurs endroits du monde, en général, avec lesquels c'est un métier que tu peux travailler un peu de partout. Tu n'as pas forcément besoin d'être sur le lieu. Sur le lieu, c'est quand le projet commence à être construit et qu'on suit la partie travaux. C'est à ce moment-là qu'on est sur les lieux. Mais sinon, en termes de conception, de réalisation, généralement, on est plus à distance. Ça se fait à distance. Donc là, ce que je fais généralement, c'est quoi? C'est que je fais une conception. Ensuite, je trouve sur quoi je me base. Voilà, je cale mon idée de base sans échelle, parce qu'avant je faisais beaucoup les choses à l'échelle. À l'échelle, ça veut dire que faire les choses à l'échelle normale. Sauf que ça faussait ma perception des choses. C'est-à-dire que quand tu fais à l'échelle, ta créativité est aussi réduite à l'échelle à laquelle tu travailles. Moi, je travaille sans échelle pour ne pas avoir une créativité réduite. Ensuite, c'est une fois que je l'incorpore sur l'ordi, que je l'adapte à l'échelle. Et ensuite, à ce moment-là, c'est un processus, comme je vous ai dit. Donc voilà, là, je vais travailler un peu plus dessus et pouvoir sortir quelque chose de magnifique. Il y a une chose que je ne vous ai pas également dit, c'est que en réfléchissant comme ça sur le projet, il va falloir que je puisse voir les photos. C'est-à-dire que quand vous me contactez, ce serait mieux quand vous avez un terrain d'avoir déjà eu à faire des photos au préalable ou bien des vidéos, photos et vidéos de préférence, quand vous les avez. Comme ça, moi, ça me permet de voir l'environnement, comment c'est constitué, comment sont constitués les bâtiments autour. Parce que vous savez, on n'a pas Google Maps pour voir en 3D comment c'est constitué les villes, en Afrique principalement. Donc l'idée, ce serait de faire déjà des photos, ce que je demande à tous mes clients, de faire des photos, des vidéos de votre terrain. Comme ça, vous me les envoyez et quand vous prenez rendez-vous, vous me les montrez comme ça. Moi, au terme de la conception, ça part plus vite. Je vais vous montrer un petit peu comment le projet il est constitué à l'intérieur de la parcelle. Donc, ce qu'on va devoir faire pour pouvoir éviter le voisinage dans la parcelle, sans pour autant vous dévoiler tous les éléments de l'environnement autour. Donc, la question du voisinage ici également, elle va se poser. Ça, c'est la parcelle qui est à gauche dans notre terrain. Ça, c'est notre terrain ici. Et là, c'est la parcelle qui est à gauche. Vous voyez, ils ont tellement construit, ils ont construit jusqu'à ce niveau-là. Et donc, leurs fenêtres sont au fond là-bas. Attendez, je sais pas si vous réussissez à voir. Voilà, ils ont construit jusqu'à ce niveau-là et leurs fenêtres sont au fond là-bas. Vous réussissez à voir un peu, leurs fenêtres sont un peu plus au fond.
ils ont leur maison qui continue jusqu'au bout. Donc ils sont venus construire sur la limite parcellaire. Ça, c'est pas tant que ça dérangeant, c'est dérangeant quand ils ont des vues directes. Sauf que ici, par exemple, moi, si je viens construire également sur cette limite, eux, ils auront jamais de lumière. Et ici, même comme ça, ils auront pas de lumière. Donc forcément, parce que là, tout ça, c'est le toit. Donc je sais pas comment ils se sont organisés à faire ça, mais c'est très contraignant pour eux, pour la lumière dans ces maisons. Et c'est un peu dommage, du coup, d'avoir fait ça. Ça, c'est la maison qu'on trouve au fond du terrain, c'est-à-dire que le fond du terrain, exactement, si vous voyez sur mon plan, attendez, sur mon plan ici, c'est la maison qu'on trouve au numéro 12. Donc au numéro 12, c'est la maison qu'on trouve. Donc c'est celle-ci qui est construite. Elle a des vues ici, mais je pense pas que ce soit des vues directes. Les vues directes, c'est des vues principales généralement. Je sais pas, je pense que c'est quand même des vues directes, mais elle a un petit recul, mais un tout petit. Donc ça, c'est des mini couloirs qu'il y a au bord ici, les maisons labyrinthes. Donc ça, c'est derrière la parcelle. Mais je pense que cette parcelle, ses vues principales sont de ce côté-ci. Vous voyez ici, là, c'est l'endroit où il y a les vues principales de la parcelle. Et à droite, on a également une maison avec des fenêtres qui est très très proche du mur de clôture, quand même très très proche. C'est vraiment ce que je vous ai toujours pointé, c'est que les gens ils construisent même pas 1 mètre du mur de clôture et ils mettent les fenêtres. Sauf que là, eux ils construisent, ils se sont dit oui ok, la parcelle elle est vide, on aura la lumière, mais quand il y aura la maison qui sera construite, la lumière ça sera morte. Les gens ils prévoient pas les constructions et ils se disent que quand ils construisent c'est éternellement comme ça, que l'autre voisin il va pas construire, que le projet va pas changer. Alors que moi en tant qu'architecte, je dois réfléchir le projet sur des années. Je me dis que ok, dans 10 ans comment ça va se passer, dans 20 ans comment ça va se passer, je me projette jusqu'à dans 50 ans comment ça pourrait se passer pour que le projet n'ait pas de grosses contraintes durant toutes ces années qui vont arriver. Donc ça, eux aussi leur vue principale c'est de ce côté-là, du côté de la voie, parce que la voie elle est de l'autre côté là-bas, et donc ils ont juste le mur de clôture, l'élément de l'unité de clim et les fenêtres secondaires des chambres et des espaces ici. Donc ça c'est tout ça, c'est le terrain. Voilà une vue un peu plus globale du projet. Donc tout ça c'est le terrain. Ici on a une grande canalisation, on a l'arrière parcelle au fond et là à droite, là à gauche. Donc moi je vais devoir m'implanter ici, sachant que donc j'ai des voisins qui ont beaucoup des fenêtres proches ici. Bon, ce qui est bien c'est que ce sont des maisons basses ici et des maisons hautes, mais même si ce sont des maisons basses, des maisons hautes, je peux supposer qu'un jour il pourrait peut-être y avoir une personne qui va acheter ce terrain, qui va pouvoir construire son immeuble aussi. Donc ça rentre en compte dans mon processus de conception. Donc je me base pas juste parce que je vois que c'est une maison en RDC, les choses changent énormément. Le projet peut être vendu, ça peut être changé, ça peut être cassé, ça peut être bâti en immeuble en fonction de comment la ville se développe. C'est pourquoi il faut prendre toutes ces choses en considération quand vous concevez les projets ou bien quand vous faites concevoir les projets chez les gens, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont énormément regretter d'avoir conçu de leur manière qu'ils ont fait, en se coinçant totalement soit à la parcelle ou en mettant des fenêtres juste au bord, les fenêtres qui donnent chez le voisin. Ça sera très problématique à l'avenir pour les villes africaines. Ça, je le sais et je le garantis. On en reparlera. Vous tomberez certainement un jour sur cette vidéo que je suis en train de réaliser. Maintenant que je vous ai montré un peu comment le terrain est organisé dans la parcelle, là, je pourrais procéder à la conception tout en essayant. Pour se protéger du voisinage qui a des fenêtres directement, il y a 2 solutions. Soit tu construis sur le long du mur de clôture, tu construis dessus et ensuite tu ne mets pas des ouvertures à cet endroit, tu les bloques. Donc tu fais un projet mono-orienté ou un projet traversant. Soit tu te recules de 3 mètres minimum, mais vraiment minimum, pour pouvoir avoir des vues directes sur des endroits. Tu peux aussi te reculer de 2 mètres si c'est très très chaud, mais le minimum c'est 3 mètres recommandé. Maintenant, pour que la lumière passe réellement de façon très généreuse, il faut 6 mètres. Ça, c'est encore d'autres contraintes, mais on va déjà essayer de se calquer sur la contrainte des 3 mètres et on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir produire comme première réflexion. Et il faut savoir que les réflexions que je produis, ce ne sont pas que c'est pas le projet définitif, parce que le projet il part à soumission. Le client, je le soumets au client, le client il vérifie, il voit est-ce que ça le convient, je l'explique, et ensuite il peut aussi avoir des avis des gens autour de lui. Je sais pas, parfois il y a des clients qui ont aussi, parfois on travaille en collaboration avec des architectes sur place, on travaille en collaboration avec des ouvriers, des entreprises sur place, on a divers avis et ensuite le client il me resoumet est-ce que vous pensez que ceci, cela, tout en sachant que je suis vraiment le grand défenseur du projet, hein. Avec le client vraiment je veille beaucoup aux intérêts du client. Donc le client me soumet, voilà, est-ce que vous pensez que ceci, et voilà, je discute si c'est oui ou si c'est non, et ensuite on trouve un consensus sur lequel on avance sur le projet. Les projets c'est toujours des va-et-vient, c'est pas juste oui moi je dis on va et c'est bon. Non, certes il y a un regard d'expertise, mais c'est toujours bien que tu aies des regards extérieurs qui essayent de t'orienter ou bien de te montrer certaines différences ou des choses que tu n'aurais peut-être pas eu à voir, parce que ce sont des pays où on ne connaît pas, on n'y vit pas forcément, et donc il n'y a rien de mieux qu'un local pour pouvoir savoir comment sont les modes de vie. Par contre, ça c'est à double tranchant, parce que j'ai très souvent cette question-là des gens qui viennent
Ils me disent oui, mais ici, vous savez, chez nous, on construit pas comme ceci, on construit comme cela. Le client, souvent, quand il entend ce genre de phrase des gens sur place, il vient me le redire. Oui, mais vous savez, ici, je vois pas souvent ce genre d'éléments. Je vois plus ce que vous avez proposé, vous, je ne le vois pas souvent ici. Et moi, je réponds au client, en fait, vous m'avez contacté pour ne pas avoir la même chose que vous avez sur place. Si vous m'avez contacté, c'est pour avoir quelque chose de différent. On est d'accord, le client dit oui. C'est pourquoi je vous propose quelque chose de différent. Et je ne propose pas juste quelque chose de différent en vous laissant dans la nature. Il y a la technique avec, il y a tous les détails avec. Et je suis prêt à fournir les explications nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre cela. Et si jamais il faut suivre le projet, je suis aussi le projet. On a un contrat sur ça, on suit le projet du début à la fin et on te livre le projet avec ce que tu veux de ce que je propose. Bref, je retourne dans ma conception. Ensuite, je vous reprends tout de suite. Bien, je viens de terminer ma réflexion, mes petites réflexions. Je me suis donc fait 2 propositions. Comme je le disais, je me faisais souvent 2 propositions. Et ensemble avec les 2 propositions, je réussi à les lier pour en faire qu'une seule et unique proposition. Je vais vous les montrer et je vais dire celle que je garde, celle que je ne garde pas. Et ensuite, je vais prendre le temps que je veux prendre pour travailler la phase 1 sur mon ordi. Et on va se retrouver peut-être un autre jour. Bon, pour vous, ça ne durera que quelques secondes, mais nous, on va se retrouver. Moi, je vais prendre le temps de réfléchir encore à tout ça afin que ça puisse mûrir encore plus dans ma tête pour pouvoir vous proposer ce projet en phase 1 et ensuite on verra la phase 2 et jusqu'à la fin de cette même et unique vidéo. Bien les amis, je suis assez content parce que ça avance bien. En fait, je n'ai plus beaucoup le syndrome de la page blanche parce que en fait, ce qui faisait à ce que j'ai le syndrome de la page blanche dans mes projets au tout début quand je vous expliquais, c'est parce que, bien ce qui fait à ce que j'ai souvent le syndrome de la page blanche, c'est quand je ne définis pas un principe de base. Mais quand je définis un principe de base sur une réflexion architecturale sur un projet, là, je n'ai plus le syndrome de la page blanche. En fait, c'est simple. Le principe de base, c'est un peu comme si tu faisais un business sans avoir de business plan, sans pour autant savoir exactement ce que tu fais. Ça m'arrive souvent quand je discute avec des clients qui me demandent des projets et eux-mêmes, ils ne savent pas exactement, ils savent pas la direction. Souvent, ils arrivent à oui, mais en fait, est-ce qu'on peut pas mettre la chambre là? On doit mettre la chambre. Non, ils n'ont pas une vision claire. Quand tu n'as pas une vision claire, forcément, ça prend plus de temps et tu te mets à passer plus de temps que tu n'aurais dû y passer. Et donc là, par exemple, j'avais une vision claire, je l'ai mis sur papier et on va avancer dessus. Et moi, je réfléchis souvent de base en 2D pour les projets de villa ou les projets de petite taille et en 3D généralement pour les projets de grandes hauteurs. Et pour ce projet, principalement en 2D, c'est facile. Parce que vous savez, c'est très facile de réfléchir en 3D. Tu fais le bâtiment en 3D, c'est très beau, comme les gens qui font des propositions. Mais pour que ça marche à l'intérieur, pour que les espaces soient bien vivables, ça c'est compliqué. Et le plus difficile, c'est de réussir à faire des espaces beaux à l'intérieur et ensuite transformer un bel espace à l'extérieur. C'est des philosophies de réflexion comme ça, vous savez. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici les 2 propositions. Vous avez la proposition numéro 2 et la proposition numéro 1. On va commencer la proposition numéro 1 pour vous expliquer un peu plus ce que ça donne. L'idée, ce serait donc ici, on a la rue, on a notre rue. On entrerait dans le projet comme ceci. Donc là, ça serait l'entrée voiture, l'entrée des véhicules viendrait comme ça, faire une manœuvre et se garer ici et mettre notamment les espaces moto et tout le reste. Par contre, l'entrée piétonne, ce serait ici. On aurait tout cet espace comme open space. Là, on aurait un escalier, on aura la cuisine, on aurait un WC et peut-être un local technique ici. Et là, ce serait une véranda pour le personnel une fois qu'ils seront en pause. Donc ici, c'est cuisine ou salle de repos. Hein. Cuisine ou salle de repos. Le problème, pourquoi cette proposition ne me plaît pas? Parce que la proposition plus l'entrée, c'est de ce côté-ci. Elle ne me plaît pas parce que on se retrouve avec un bâtiment assez complexe parce que l'entrée, quand tu veux rentrer de ce côté-ci, c'est compliqué de faire une manœuvre et ensuite de sortir. Pour sortir, les voitures auront vraiment du mal. Soit elles vont sortir en marche arrière, ce qui est vraiment pas pratique, ça va causer beaucoup de dégâts. En plus, ici, c'est beaucoup trop petit. Par contre, ce que j'aimais bien sur cette proposition, c'est l'espace de l'open space qui est très grand ici. Au rez-de-chaussée, c'est très intéressant. Comme ça m'aurait limité à faire un open space trop large à l'étage. Mais voilà, je préfère la 2e proposition, donc qui est celle-ci. Comment ça se passe? On a toujours le même principe. Donc, attendez, je vais mieux régler la caméra. Voilà, on a toujours le même principe sur cet open space sur lequel on a donc notre rue ici. Le bâtiment donne principalement de ce côté-ci. Hein, le projet va donner vue ici. Donc là, on est parti, on s'est retiré. Donc le projet se retire sur cet endroit-là. Là, il occupe cet espace. Il a laissé cet espace de devanture libre. Donc ce côté-ci sert l'entrée des véhicules. On aurait notamment 2 véhicules qui pourront se parquer comme ça ou en longueur comme ça. Et ensuite, ici, on aurait notre endroit pour les places de parking moto. Donc l'open space à cet endroit précis, ici on aurait un WC, ici ce serait l'escalier pour monter dans les étages. À l'arrière on aura l'espace cuisine et l'espace au repos. Et on aurait une véranda.
Comme ça, là, tout ça, ce sera les espaces verts, jardin. J'avais oublié de vous notifier que le client avait aussi fait une demande d'un endroit pour le groupe électrogène de la société et aussi un local technique extérieur. Donc voilà, ça sera placé ici. Donc ça, c'est la proposition sur laquelle on va partir. Bien entendu, là, on n'est pas à l'échelle, on ne sait pas trop comment c'est fait, mais on va le mettre à l'échelle sur le papier et on verra comment sur l'ordi et je verrai comment j'organise mes espaces. Là, il se fait énormément tard. On est samedi aujourd'hui. J'ai énormément bossé. J'ai un dîner ce soir. Je vais me reposer un petit peu. Ensuite, je vais sortir. Enfin, énormément tard. Il est 19h. C'est que j'ai commencé à bosser depuis très longtemps, à réfléchir sur ce projet. Et quand je bosse, il faut que je le filme. Donc quand je filme, ça prend encore plus d'énergie que si je bossais seulement et que je ne filmais pas. Vous vous rendez compte? Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que ça demande doublement de l'énergie. Et donc là, je vais me préparer. Je vais aller à mon dîner. Je ne vais pas vous le filmer parce que j'ai pas encore acheté une caméra portable. Vous savez, les caméras DJI-Osmos où tu peux filmer à l'extérieur parce que celle-ci, elle est un peu lourde à porter. C'est un peu chiant et tout le monde te regarde quand tu es là. Donc ça, c'est le côté un peu chiant de cette caméra. Mais je vais peut-être prendre une DJI-Osmos. Ça, c'est plus quand je vais commencer à faire des voyages. Je vais prendre cette DJI-Osmos pour pouvoir faire des vlogs en sortie à l'extérieur sans pour autant avoir un objet lourd sur ta main. Et on va se retrouver peut-être... vous, ça va rien changer pour vous. Donc, on se retrouve dans quelques secondes avec vous pour vous dévoiler la phase 1 finalement sur l'ordinateur. Mais avant, le pouce bleu, les amis, le pouce bleu, c'est ce qui me permet de savoir que vous aimez le contenu. Moi, ça me fait énormément plaisir. Vous savez, ça me motive énormément de produire de nouveaux types de contenus. Quand vous faites des commentaires sur ce type de vidéos qui prennent de l'énergie, quand vous mettez des pouces bleus sur ces vidéos qui prennent énormément d'énergie, moi, ça me fait plaisir. Ça me pousse à réfléchir direct. Quand je vois ça, quand je vois 1000 pouces bleus, je me dis direct à la prochaine vidéo, au tournage, comment est-ce que je vais organiser le tournage. Comme ça me montre que vous aimez le contenu. Et merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent. Et nous, on se dit à tout à l'heure. Je vous montre le projet en phase 1. Les amis, je viens de terminer une discussion très intéressante avec un client. J'ai tout noté dans mon très joli carnet. J'ai tout noté là-dedans. C'est pour un nouveau projet déjà. Je vous en parlerai plus tard pour ce nouveau projet. Et je veux juste vous exprimer un peu l'inquiétude de mon client. Je vais vous parler un peu de l'inquiétude de mon client. Alors, mon client, il m'a dit, est-ce que tu n'as pas peur quand tu publies tes plans sur YouTube que les gens puissent voler? Ça m'a un peu fait rigoler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand je publie des plans sur YouTube, il y a certainement des gens qui seraient enclins à les reproduire et à les voler. Il faut que vous compreniez une chose. Un plan, c'est un ensemble de données et de détails. Ce qui veut dire que les plans que je produis sur YouTube, généralement, je vous montre les 3D, je vous montre les plans, comment ça se passe, les espaces, sans pour autant donner accès aux données, aux différentes données. C'est-à-dire aux différentes cotations qu'on appelle les mesures, les distances, les hauteurs, qui font à ce que le bâtiment puisse respirer. C'est-à-dire que même si une personne se dit « Ok, moi je veux juste voir le plan, je vais les reproduire », vous savez, sur Internet, il y a 1 million de plans qui circulent sur Internet, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur les réseaux, il y en a 1 million. Si jamais c'était aussi facile de juste voir un plan et le copier, tout le monde le ferait et toutes les maisons seraient très belles. C'est juste que ce n'est pas possible, c'est pas la bonne manière de faire. Donc, même si une personne se met à copier un plan qu'il a vu sur Internet, ce sera forcément pas le plan originel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les données, il ne sait pas exactement la vraie hauteur, il ne saura pas exactement la distance de là, ça fait quoi, pourquoi la distance a été faite, et aussi les plans que je conçois sont faits en fonction du terrain. C'est-à-dire que, imaginons que sur un plan, moi j'ai placé une fenêtre au sud, par exemple, ou on va dire une fenêtre au nord, voilà. Et j'ai placé des petites ouvertures au sud pour essayer de limiter la chaleur du sud. Et que la personne qui va placer son plan, il veut copier le plan, il va placer son terrain, lui, qui est situé en plein sud. Forcément, sa maison, elle, va énormément chauffer. Il va se demander, mais pourquoi ma maison chauffe? Je vis mal dedans. En fait, c'est parce que tu as copié un plan qui n'était pas fait selon les données de ton terrain. Vous vous rendez compte de la complexité de la chose, c'est qu'il faut non seulement les données du terrain, mais il faut aussi les données du projet en lui-même. Ce qui veut dire que l'opération copie, parce qu'on a vu, c'est quasiment très, très, très compliqué. La chose que les gens peuvent faire, c'est prendre des plans et aller voir un professionnel pour essayer de les reproduire. Mais là encore, c'est encore plus compliqué parce que concernant mes plans, il y a souvent une philosophie derrière. Il y a ma sauce secrète, ce que j'appelle moi la sauce secrète, la secret sauce. C'est des choses que je mets en ingrédients, donc pour les avoir, il faut obligatoirement avoir le dossier total. Parce que moi, quand je fournis le dossier total à mes clients, vous savez, c'est comme un dossier bancaire. Il est tellement chargé que le client, il me demande, ah ouais, il y a tout ça dedans. C'est vraiment très, très chargé. Il y a énormément de documents dedans qui expliquent pas à pas la méthodologie, la solution, voilà comment les ouvriers vont procéder. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas beaucoup
quand je présente des plans sur internet, parce que je me dis que, je sais que peu importe la copie, ce sera une très mauvaise copie, ce sera pas une copie conforme, et aussi il va manquer énormément de choses. Et ce sera très compliqué à mettre en œuvre. Donc, on va souvent voir un architecte pour son plan. Je mets aussi la parenthèse sur les promotions immobilières. Généralement, les promotions immobilières, il y a une erreur souvent que je vois énormément, qui sont faites, c'est que les gens construisent des villas sur une même rangée, une autre rangée. Sauf que la villa, c'est la même. Mais le problème, c'est que les orientations, différemment de l'endroit où tu poses ta villa, ça s'étudie cette orientation. Donc forcément, elle ne sera pas la même. Et donc, il y aura ceux qui seront dans un bon cadre de vie d'un côté, ceux qui seront dans un cadre de vie pas totalement top d'un autre. Je préfère encore la logique des appartements en immeuble, parce qu'en des appartements en immeuble, on a des appartements qui sont pensés à peu près différemment en fonction de l'orientation. Mais pour les villas, si vous faites la promotion et que tout est exactement pareil, il y aura toujours des problèmes de confort de vie qui seront différents d'une villa à une autre. Ça, il faut le noter. Donc voilà un peu, si je devais répondre à la question de beaucoup de personnes qui s'inquiètent sur la notion des images que je diffuse, vous allez voir, vous voyez, il n'y a jamais des détails dessus. Je vous donne que ce qui est nécessaire pour vous de comprendre sur le plan. C'est comme quand vous voyez une vidéo de promotion immobilière, une vidéo d'immobilier qui circule sur YouTube. Il n'y a pas forcément les grands détails qui vont vous permettre de la construire. C'est pourquoi, si vous voulez un accompagnement direct, ça sert à rien de vouloir voir je veux copier. Non, prenez votre rendez-vous, le lien il est en description, c'est très simple, vous prenez un rendez-vous, vous réservez, il faut s'y prendre assez tôt. On a des quotas souvent de rendez-vous par mois, donc on ne prend pas tout le monde, donc il faut se prendre assez tôt pour être parmi les premiers. Et ensuite, on a une réunion avec moi-même en visio. Si jamais votre projet est viable et que c'est très intéressant, on se lance dessus, moi je vous accompagne en France. Il est donc temps pour moi de vous révéler ce que ça donne, cette phase 1. Le résultat de l'étude que je vais faire, je vais vous le révéler directement sur ordinateur parce que là, on a eu beaucoup de travail dessus. C'est passé un peu de jours, quand même quelques jours, depuis la dernière fois que j'ai eu à faire le tournage. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne sur ordi. Le terrain, comme je l'avais annoncé au tout début, il était d'une surface de 475 mètres carrés. En emprise au sol, on est à 160 mètres carrés. Le rez-de-chaussée, donc, il fait 160 mètres carrés, qui est l'emprise au sol. En fait, l'emprise au sol, c'est la surface qu'occupe le rez-de-chaussée sur le sol. Le parking est à 92 mètres carrés. Le R+1, donc, est à 270 mètres carrés. Et le R+2 est à 130. Donc, une surface totale hors parking de 560 mètres carrés. C'est la surface de plancher totale. Donc, voilà comment le bâtiment s'oriente. Ici, vous vous souvenez qu'on a la rue. Ici, ça se voit clairement. Là, c'est le passage, c'est la grande voie, la grande avenue. On a une entrée ici, qui est l'entrée voiture, donc l'entrée véhicule. On a des voitures qui peuvent se garer en une place et demie, ce qui veut dire qu'une voiture devant et une voiture derrière, mais également en deux places, parce qu'il peut y avoir une voiture ici aussi. On a disposé ces éléments-là pour avoir une espèce de moto qui serait alignée à cet endroit présent. Ça, c'est l'entrée quand on entre du côté parking. Maintenant, quand on entre du côté piéton, on entre ici. Je pense qu'on va peut-être créer une deuxième entrée, peut-être là aussi. On verra ça en phase 2. On va rentrer de ce côté-ci. Et là, on aura un petit jardin. Le retrait, vous voyez le retrait, ça m'a laissé cet espace-là de devanture. Cet espace de devanture parce que la parcelle, le bâtiment, il souffle. Vous voyez, le projet, il souffle, il respire un peu. Parce qu'on a une devanture parce qu'on a là une devanture qui dépasse les 6 mètres. L'entrée, ce serait par ici. On aurait un accueil, un hall. Ensuite, on passerait par ici, on aurait un open space. Et là, il y aurait potentiellement un bureau. On les a laissés comme ça parce que vous savez, ce sera des systèmes de cloisons d'entreprise, donc des cloisons qu'on mettra, qui pourra faire tout ça pour fermer si jamais on veut créer un espace bureau. On pourrait avoir une cloison ici également, ou ici, ou peut-être les cloisons mobiles des bureaux. Vous savez, il y a des cloisons mobiles généralement dans des bureaux. Et ensuite, ici, on aurait l'escalier qui va nous ramener aux étages supérieurs. Mais avant l'escalier, on va arriver là, on a un dégagement, on aurait les WC hommes et femmes. Et là, ce serait le local technique, local réseau qui serait ici. Et à l'arrière, ce sera la cuisine et espace de repos pour les différents travailleurs et les collaborateurs. Et ici, ils bénéficieraient d'une grande véranda dans laquelle ils pourraient sortir, prendre un thé, manger peut-être dehors aussi également. Et là, ce serait le jardin arrière. Un peu plus au fond, on aurait l'espace groupe électrogène. Et là, ce serait le local technique qui concernerait tout ce qui est électricité et tout le reste dans le projet. Quand on prend l'escalier et qu'on monte à l'étage, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on a toujours cet élément de local, un grand passage ici. Là, on a un open space. Attendez, je vais vous faire un zoom, comme ça c'est plus propre. On a un open space ici, donc qui est ouvert sur tous les bureaux. Là, il y a tous les bureaux. Et au fond, on a une salle de réunion. Et là, on aurait un bureau
qui donnerait sur une terrasse. Quand on arrive là, on a toujours ce système de toilettes qui est présent également au rez-de-chaussée. Et là, on aurait également un bureau qui lui donnerait également sur une terrasse. Vous voyez, tout ça, c'est vitré. Ce serait vraiment vitré sur la voie. Parce que l'idée, c'est vraiment que ce bâtiment, ce projet, ce soit une icône dans la rue, dans la grande avenue, que ce soit vraiment un projet de référence dans l'endroit où ça sera construit. C'est vraiment ça l'idée et que ça puisse marquer les esprits. Ensuite, ce qui se passe, c'est que en montant les escaliers, on arrive, on a un espace d'attente, on a le bureau de l'assistante. Le bureau de l'assistante peut donner directement sur le bureau du directeur, ici également sur le bureau du directeur. Le bureau du directeur, c'est quand même énorme. Ça pourrait être, notamment là, c'est un bureau, mais ça pourrait être également transformé en chambre, en espace où le directeur pourra séjourner si jamais il est là pendant longtemps. Donc le directeur, c'est mon client lui-même. Et là, ça serait le bureau peut-être du directeur adjoint qui serait de ce côté-ci. Là, ça serait les WC. Quand on arrive à ce niveau-là, alors j'ai oublié de notifier que le bureau du directeur, on a mis cet élément-là pour essayer de voir si on va mettre une salle de bain intérieure, une salle de bain peut-être comme sanitaire principal du directeur, parce qu'on est quand même sur du 46 mètres carrés, ce qui est relativement grand. Et donc là, on aurait notamment une terrasse accessible à tous les collaborateurs de la boîte, si jamais ils veulent sortir, faire des barbecues, si jamais on doit inviter certaines personnes, voilà, c'est ici que ça va se passer au niveau de la terrasse. Et vous avez vu, il y a cet élément-là, ce brisement-là. Vous vous souvenez, je vous avais montré une image au tout début de la vidéo d'un bâtiment à Paris qui a une certaine fissure, une faille dans le bâtiment haut, la tour à Paris. Et c'est pas le même principe, mais c'est dans la même idée. Pour tout vous dire, c'est dans la même idée. Et donc cette faille, elle est dans un premier temps esthétique et dans un second temps, elle sert à ce que lorsque le vent souffle, lorsqu'il y a des vents qui soufflent, que le vent ne s'écrase pas sur une paroi comme celle-ci, sur une paroi totalement plane. Donc que le vent plus faire, vous savez, quand le vent rebondit comme ça, plus rebondir de la sorte afin qu'il puisse se dissiper d'un endroit et d'un autre. Donc qui frappe comme ceci, l'idée c'est qu'il frappe là et il fasse ce mouvement-là, ce mouvement de rotation, comme ça. Et donc ça sert aussi à dissiper notamment cette partie du vent. Ça, c'est pas le contreventement. Là, on parle pas de contreventement, mais plutôt de dissipateur. Voilà l'une des premières images que le projet démontre. Le projet, déjà, premièrement, il démontre qu'au rez-de-chaussée, le bâtiment s'est retiré. Maintenant, à l'étage, le bâtiment n'est plus tout timide. Le projet n'est plus tout timide. Non, il veut se réapproprier son espace qu'il a perdu au rez-de-chaussée. Donc, il s'est réapproprié avec un porte-à-faux qui sort, un cantilever qui sort. Il faut aussi noter que les cantilevers, les porte-à-faux et tout le reste, ce sont des éléments qui sont assez onéreux lors de la facture, lors de la construction de structures. Ça, certes, c'est vraiment différent, c'est très intéressant, ça évite d'avoir des bâtiments plats sur toute la surface, oui, mais il faut aussi prendre en compte que quand on fait des porte-à-faux, notamment, il y a toujours un coût à prendre en charge. Ça, bien entendu, toutes les personnes qui le font en sont conscients. C'est la même chose que si on faisait un balcon, peu importe quel autre type d'élément en structure qui ressort sans pour autant avoir un poteau qui le soutient. Donc c'est ça à prendre en compte. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que vous voyez le porte-à-faux, il part de là jusqu'au bout. Donc en fait, c'est tout le R+1 qui est en porte-à-faux, qui ressort. Et ça, c'est encore plus technique. Parce que là, pour le coup, ce que ça crée, c'est que ça crée vraiment un cadre qui vient ressortir juste sa tête. C'est comme un serpent qui fait ça, qui ressort sa tête. Donc là, comment ça se passerait? On a l'espace guérite, là on a l'espace voiture, et en haut, ici, on aurait l'espace du bureau du directeur. Ça, c'est l'espace des open space. Ici également des open space. Voici une autre image qui vous montre le côté un peu cassé du bâtiment, le côté un peu cassé du projet ici, où vous avez vraiment l'endroit qui va où le vent va essayer de rebondir comme ça. Là, quand il y aura des vents qui vont venir d'est en ouest, ça va rebondir de cette manière-ci. Et donc, ici, c'est très simple, comme je viens de vous l'expliquer, on a une entrée là, une entrée piétonne. Sur ce passage-là, on a laissé l'espace et on a également cette entrée ici, l'entrée véhicule. Et à l'arrière, c'est tous les éléments techniques. Quand on arrive là, on a l'open space du rez-de-chaussée et l'open space du haut. Ensuite, on a également les bureaux du directeur qui sont en haut. Et tout cet ensemble, ça donne cette forme dont vous voyez vraiment là, le portefeuille ressort et il s'avance jusqu'au fond. Ça sera vraiment une grande barre linéaire qui sera quelque chose d'assez moderne et d'assez esthétique dans cet environnement. Ça, c'est un autre point de vue lorsqu'on va voir le bâtiment du bas, en voyant juste le porte-à-faux qui ressort et cet élément en haut. Là, pour le coup, c'est pas encore travaillé à ce niveau-ci. On ne sait pas encore ce que le projet il va donner. C'est pas encore dans ma tête, je l'ai pas encore totalement réfléchi, mais j'ai déjà une image de ce que ça va réellement donner. C'est un peu ambigu, mais pour vous, c'est un peu ambigu, mais pour moi, c'est très clair. Quand je vais mettre la sauce secrète et une touche personnelle, ma sauce secrète sur le projet, ça sera démentiel, ça c'est certain. Ici, c'est le côté arrière du projet. Le côté arrière, c'est l'une des vues arrière, comment on voit comment ça sera constitué la terrasse,
les différents balcons des bureaux. Là, pour le moment, c'est encore un peu plus flou pour vous, mais quand je donne des explications un peu plus claires, vous le comprenez. Attendez, quand on va arriver en phase 2, ça sera beaucoup plus limpide pour vous à comprendre. Et donc là, ça, c'est l'endroit où on passe pour quand on arrive en espace piéton. Et là, c'est entrée, vue, parking. Et là, c'est la vue drone, vue d'en haut, où on voit vraiment cet espace où on aura un espace de terrasse, de toiture terrasse, hein, accessible, où on pourra faire des barbecues, des réunions, des petits pots dans l'entreprise. Ça sera principalement à cet endroit-là. Donc là, c'est l'espace du bureau, de directeur l'assistant directeur, enfin le directeur adjoint. Ici, c'est le directeur et l'assistante. Et ils auront, eux, leur balcon ici. Par contre, ici, eux, ils auront voilà, cette terrasse. Enfin, c'est une terrasse également ici, mais ce sera fermé. Lui aussi, il a sa terrasse derrière. Et là, les bureaux annexes donnent également la vue arrière. Et vous voyez, par contre, vous voyez, la chose que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, vous voyez, il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de vue qui donne directement sur le voisin. Parce que le voisin, je sais qu'il a fait des fenêtres ici, il a fait des fenêtres ici. Et ici aussi, donc, on a un recul. Le recul, donc, on s'est retiré, on a ouvert. Je pouvais pas mettre ma fenêtre et venir mettre mon bâtiment ici, ça n'aurait vraiment aucun sens de faire ça. Je me suis retiré, on a réfléchi ingénieusement comment est-ce qu'on va pouvoir mettre les ouvertures sans pour autant gêner le voisinage. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là vraiment sur cette image de loin, sur cette image sur vue de rue, on voit vraiment le bâtiment comment il sera de façon très linéaire. Ça donne déjà l'idée de ce que va donner le projet à la fin finalement. Ça donne déjà l'idée de comment le bâtiment sera très linéaire sur les bords avec une belle façade vitrée. Il faudra imaginer une belle façade vitrée avec des lumières à l'intérieur et ici également. Alors, il y a les questions qui se sont posées pour mon client, c'est des questions de sécurité, comment est-ce qu'on va assurer la sécurité du projet, et aussi des questions pratiques, des questions de sécurité, des questions pratiques. Donc ça, c'est des questions qu'on va répondre notamment lorsqu'on va entrer dans la phase 2 où on va vraiment rentrer dans le détail, le matériau, comment ça se fait, comment ça se construit, comment est-ce qu'on va essayer de mettre en œuvre ce projet. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez bien? Hello, est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes? Oui, pas de souci. Donc, on a bien avancé sur le projet. On est à 60-70% de la fin. Et donc, comme mentionné dans le contrat, on a une réunion de suivi pour voir les points qui ont été corrigés, les points qui ont été modifiés. Ils vont faire l'étude de sol et puis un truc de sécurité, j'ai oublié ce que c'est exactement. J'ai essayé de faire un ratio entre les clients avec qui je travaille qui décident de construire eux-mêmes leur projet. C'est-à-dire ils vont aller avec des architectes. Et finalement, ils reviennent toujours vers moi. Et quand je me mets en réunion avec les gens avec lesquels ils travaillent, il y a des choses qui sont parfois assez simples, mais qui sont très compliquées à comprendre de leur côté. Par exemple, je vous dis, on va construire un projet sur... nous, on met des briques de 12, parce qu'on sait que voilà, on met des briques de 15, parce qu'on sait que voilà, on a construit parce qu'il faut le faire de telle manière, mais on va avoir des gens qui vont nous dire qu'on ne fait pas des briques de 12, alors que les briques, ça se fabrique, ce sont juste des moules. Et qu'ils me disent, ouais, nous, ici, on fait comme ceci. Donc, cette notion de nous, ici, c'est un peu trop ancré dans les têtes des gens. Je ne comprends pas s'il n'y a pas moyen de faire autrement, si tout doit se ressembler. Oui, c'est malheureux parce que ça tue la créativité, là. C'est pourquoi tous les bâtiments se ressemblent un peu, du moins. Mais le problème, c'est même pas... C'est juste... si c'était sur des points qui sont culminants, c'est-à-dire les points qui concernent... voilà, on me dit qu'ici, on ne peut pas construire parce que voilà, la terre, elle n'est pas ceci, voilà. Ça, c'est bien, mais sur des trucs esthétiques qui peuvent se faire, par exemple des moules, ça se fait. C'est juste que les gens, ils ont beaucoup trop la flemme et le fait qu'ils fassent tout le temps la même chose, ils ne veulent pas changer de dynamique. Regardez, ce qui est sûr, c'est que ça se démarque. Non, c'est bien. Franchement, si on arrive à reproduire ça, là, ce serait vraiment top. Bah, on se dit à bientôt. Je vous envoie tout de suite le document par mail. Très bien. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Voici le moment que tu attendais certainement, la phase 2, l'aboutissement du travail complet. Maintenant, je vais me faire le plaisir de te le présenter sur mon écran. Je vais te révéler là non seulement une œuvre inédite, mais également un travail minutieux et très pointueux sur certains détails que vous allez voir qui sont pas anodins. Passons au projet. Sérieux, je parle vraiment comme un président là. On dirait que je suis en train de faire une allocution présidentielle, c'est incroyable. La bonne chose sur ce projet-ci, c'est que le projet n'a pas eu à subir énormément de différences entre la phase 1 et la phase 2. Pourquoi? Parce que la phase 1, elle avait déjà été bien préparée et bien réfléchie. Donc en phase 2, qui lie à la fois la partie structure et la partie architecture et toutes les questions techniques, on n'a pas eu à subir énormément de différences. Certainement juste quelques petits ajustements de la part du client. Et sinon, globalement, on est sur un projet relativement pareil, similaire. Je vous avais dit la fois dernière que
On devait notamment avoir une entrée à ce niveau-ci. Là, finalement, chose faite. On a quand même gardé cette entrée pour avoir une entrée de service sur le projet, tout en ramenant l'entrée principale du projet à ce niveau-là, avec la guérite. Et ici, on a l'entrée parking. Ça, ce sont des canalisations. Vous savez, il y a un petit caniveau et la parcelle est un peu surélevée par rapport à la voie. Donc, il y a quand même une pente, une rampe ici où il faut monter. Et ici, il y a des marches où il faut notamment monter. Et on a même fait une proposition d'aménagement extérieur au client parce que, vous savez, actuellement, il n'y a pas une proposition. On aurait juste pu mettre le bâtiment. Mais non, on est quand même allé dans le détail en faisant une proposition d'aménagement. Vous allez le voir en 3D comment ça se présente. Et donc, on monte. Quand on arrive là, on arrive au niveau de la guérite, sécurité. Voilà, la guérite, elle est là. Elle a son petit toilette et une douche s'il veut se laver, le gardien, avant de partir. Donc, quand on arrive, on a ici un espace vert. Et le bâtiment qui était de base coincé contre le mur, on l'a ramené vers le centre pour pouvoir laisser une allée de sortie ici. Mais non seulement une allée, c'est surtout pour planter au maximum, pour pouvoir avoir des plantes, pour que le projet puisse respirer en réalité, pour que le projet puisse respirer, parce que quand on est sur des projets tertiaires, oui, certes on a occupé une grande surface du projet en bâtiment, parce que notamment comme je l'ai expliqué, les places de parking, ça pose toujours question d'espace, mais également, il faut que le projet puisse respirer, qu'il y ait un bout de terre végétale sur le projet. Donc là, ce serait notamment cet espace. Là, c'est l'espace du groupe électrogène. Et ici, on a notre local technique qui subsiste à ce niveau-là. Donc, on aurait notamment nos voitures qui se gareraient en une place et demie ici. Et là, ce sera la rangée pour tout ce qui serait des motos. Et ici, on a créé un escalier extérieur. Ce sera un escalier préfabriqué. Soit ce sera un escalier métallique ou alors ce sera un escalier préfabriqué en béton armé ou alors il sera fait sur place notamment. Le préfabriqué, c'est juste qu'on le fabrique de base à l'entreprise et on l'apporte justement sur le chantier. Et là, pour le coup, ça pourrait être fait sur place ou alors un escalier métallique de préférence. Donc, comment ça se passe? On entre ici, on arrive là, on a l'accueil, on se pose, on a un espace d'accueil ici et là, on a l'open space avec les bureaux qui se font face où les équipes pourront se mettre à travailler. Et là, on a le passage qui va nous mener vers WC visiteur femmes. Les toilettes femmes et les toilettes hommes. Et un peu plus au fond, on a l'espace à manger et espace au repos. Et à l'arrière, on a notre véranda pour les différents employés et travailleurs de la boîte. Et là, c'est le local technique où il y aurait notamment les espaces réseau et tout le reste. Là, quand on passe avant de prendre les escaliers, on arrive là, on a un petit sas et ensuite on referme. On fait ça pour des raisons non seulement d'incendie, de sécurité incendie, mais aussi parce que l'escalier ne doit pas généralement, en règle normale, en règle architecturale, l'escalier ne doit pas donner sur une porte directe. Il faut toujours avoir un sas et ensuite on repasse vers un autre espace. Mais quand il n'y a pas de place, on peut justement faire ça, mais là on avait de la place notamment, donc on a créé un petit sas qui peut permettre notamment, si jamais il y a des gens qui viennent avec des sacs, des trucs à porter, des parapluies, des poussettes, ça peut être à ce niveau-là. Et après, on monte l'escalier sans pour autant avoir ces encombrements-là avec nous. Et donc, voilà comment se décompose le rez-de-chaussée. On peut passer par ici, parce qu'ici, on va mettre les fosses septiques et tout le reste. Donc ça serait notamment une sortie, une entrée de service ici. Et sinon, l'entrée principale, c'est là. On a monté les escaliers, on est arrivé à ce niveau-là. On ressort toujours vers le sas. On a ce grand espace de l'open space. Donc, ce grand espace où il y aurait vraiment... Parce que là, actuellement, l'entreprise, elle n'est pas aussi grande, donc il n'y a pas autant d'ouvriers. Je pense qu'ils vont totalement occuper l'espace ici au rez-de-chaussée. Mais on pense toujours dans le futur. C'est vraiment le siège social de l'entreprise. Ce qui veut dire que qui dit siège social dit évolution de l'entreprise éventuellement. Et aussi, si jamais l'entreprise veut, elle pourra toujours faire louer les locaux en haut. Donc ici, on a prévu également un très grand open space. Ensuite, là, c'est l'espace que je vous avais présenté en phase 1 où il y aurait les bureaux. Ici, on a créé un petit balcon. Alors, ce balcon, il est très ingénieux, mais vraiment très ingénieux. Là, je pourrais pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre parce que c'est des détails techniques, mais je vais vous expliquer sur la 3D. Là, on a créé un bureau. Donc, on a un bureau avec toilette. Chaque bureau a ses toilettes personnelles. Ici, on a le passage. Donc là, on a le local réseau. Ici, on a des toilettes femmes et toilettes hommes. Là, on a également ce bureau. Vous avez des bureaux assez spacieux pour l'entreprise. Ils vont se mettre très très bien là, c'est sûr, avec des toilettes également. Ensuite, on remonte l'escalier pour aller au deuxième étage. Tac, on arrive à ce niveau-là. On ressort du sas et on a un espace d'attente. L'espace d'attente, c'est ici. On se met là, on
discute avec l'assistante et elle nous dit voilà, attendez, monsieur le directeur, il va peut-être venir vous chercher, ou bien l'assistante peut donner un aval. Et ensuite, on envoie la personne qui est venue voir monsieur le directeur dans le bureau du directeur. Ici, on a un espace de kitchenette, un petit espace de kitchenette ici où on peut servir notamment du café quand quelqu'un vient, quand il y a un invité qui vient, on peut lui servir du café, du thé, quelque chose à grignoter. Et là, c'est le bureau de l'assistant directeur. Bon, ça peut être l'assistant directeur ou pas du tout, c'est à voir. Et les bureaux de l'assistante et du directeur donnent sur cet espace. Et vous voyez, le bureau du directeur, il est énorme, il est bien là, très grand. Ça permet à ce que, en plus, c'est un bureau présidentiel, ça limite. Ça permet à ce qu'on puisse s'asseoir. Le directeur peut avoir un canapé lit ici pour pouvoir peut-être dormir s'il le veut, s'il travaille un peu trop, parce que moi, je sais que souvent, j'ai pris un appartement bureau parce que quand je travaille jusqu'au soir, bah, obligé, je dors, je sors, je rentre chez moi parfois le lendemain et tout. Et donc là, on a mis une salle de bain, aussi, pour pouvoir justement, si jamais le directeur est amené à dormir là, bah, il peut prendre sa douche le lendemain, il se change, voilà. Et là, on peut toujours aménager ici des placards, et ça peut être un placard dressing, ici, ça peut être un placard dressing. Ça, c'est quand on pense design intérieur, quand on réfléchit à cette optique. Mais vu que là, c'est des bureaux, donc on n'est pas allé aussi loin. Donc là, c'est les toilettes. Là, c'est notamment les toilettes communes, donc femmes et hommes, donc notamment pour ce bureau-ci et ce bureau-ci, ou alors si jamais il y a des invités qui viennent. Et donc là, il y a une porte dérobée, donc sur la faille, là, vous savez, la cassure du bâtiment à cet endroit, il y a une porte dérobée qui donne sur l'espace l'espace terrasse extérieure. Cette terrasse extérieure, c'est où vraiment on pourrait avoir, c'est grand, il ne faut pas le voir comme ça, vous le voyez comme ça parce que cet espace est aménagé, ici c'est vide, mais sinon c'est un espace grand. On a de l'espace pour mettre une cuisine extérieure, barbecue, des chaises où les gens peuvent s'asseoir et fêter, faire une petite fête. Là, j'ai voulu laisser cette devanture privative pour le directeur et pour ce côté-ci, l'assistante, elle va profiter, avoir un très beau cadre. Maintenant, cet escalier-ci, il a une particularité, il quitte du rez-de-chaussée et il monte directement au R+2. Il ne s'arrête pas au R+1. Ce qui veut dire qu'il a été fait pour les gens qui viennent justement spécialement pour venir à l'espace barbecue. C'était à la demande de mon client également, cet escalier. Il était fait pour les gens qui viennent, qui sont à l'extérieur et qui veulent directement passer par l'espace barbecue, donc qui viennent par ici, là, et qui montent les escaliers sans pour autant entrer dans le bâtiment, dans le bâtiment pour passer dans tous les espaces. Non, directement ils montent et ils arrivent à ce niveau ici pour pouvoir faire 600 invités et tout le reste. Donc voilà comment se compose le projet en 2D. Et en 3D, roulement de tambour. Voilà le projet une fois qu'on a la sauce secrète mise dessus. Vous savez, la petite sauce secrète, la touche personnelle, comment il se présente. Premièrement, ce qui nous touche ici, c'est quoi? C'est l'espace dont je vous ai parlé au départ, l'espace extérieur qu'on a eu à retravailler. Si vous vous souvenez bien, quand je vous avais montré l'espace extérieur, ici, il y avait juste un gros caniveau qui est juste laissé comme ça à l'abandon. L'idée, c'est de le retravailler, de mettre ce genre de dalle dessus. On fait quand même ce genre de proposition. Vous savez, on fait toujours quelque chose en plus de ce qu'on a été mandaté comme prestation. C'est pourquoi c'est toujours des prestations uniques qu'on fait par client. Quand on prend vraiment un projet pour un client, c'est pas pour livrer juste et après laisser comme ça, non, on va vraiment dans la réflexion, comment est-ce qu'on pourra rendre cet espace beau. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir créer ce type de dallette là qu'on peut poser sur les caniveaux et créer ce genre de coffre là pour pouvoir mieux surélever le bâtiment. Et si jamais c'est fait et c'est respecté comme ça va vraiment changer l'image et le paysage de ce bâtiment là en lui-même. Et ça va même initier d'autres possiblement à faire pareil. Et donc, comment ça se passe? Là, c'est l'entrée de service dont je vous ai parlé. Là, on a notre très bel espace en extérieur. On a la guérite. On arrive, notamment, on marche, on arrive sur ces marches, on passe par là. Et l'espace parking, c'est justement là, vous voyez, là c'est directement, on arrive de l'espace parking. Et là, l'ingéniosité que vous allez voir, c'est que là, on a le niveau du R+1. Vous voyez vraiment, il est là, il est perché comme ça. On voit une ligne fine du bâtiment. On a le niveau du R+1 et là, on a le niveau du R+2. Maintenant, ici, on a ces éléments-là. Vous les voyez, c'est gris. Vous les voyez? En fait, ces gris, ce sont à la fois des éléments qui protègent contre le soleil, premièrement. Ça peut aussi être des éléments qui protègent contre la vue extérieure. Mais ces grilles ressortent sur ce balcon-là. Vous voyez ce balcon, ce porte-à-faux qui ressort, hein, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a mis les grilles. Elles sont là et là. Je vais vous expliquer le mécanisme, comment ça se passe. Regardez maintenant cette image. Qu'est-ce que nous dit cette image? Regardez cette image. Qu'est-ce qu'on voit? On remarque que les grilles se sont fermées. Voilà, si vous avez compris, le système c'est qu'on a des grilles qui se referment comme ça, hein, C'est très esthétique. On n'est pas sur des grilles juste pour faire sécurité, non, c'est des grilles à la fois pour faire sécurité, mais aussi pour faire brise-soleil, mais également pour faire brise-vue. Vous voyez, il y a une multitude de fonctions. On essaie de trouver plusieurs fonctions aux grilles. On ne fait pas juste des grilles, on colle sur le mur pour faire
sécurité, non. C'est des grilles pour faire à la fois brise-soleil, brise-vue, mais aussi esthétique parce que c'est des vies qui se replient. Ça peut se faire fabriquer sur mesure et on vient les poser, ce sont des rails, ça vient coulisser, hein, ça se détend. Ça peut être en aluminium ou en métal pour pouvoir assurer la sécurité. Si on les fait en aluminium, c'est que c'est esthétique. Si on le fait en métal, c'est que c'est pour la sécurité. Donc vous voyez là, elles se rabattent quand c'est le soir pour indiquer peut-être qu'on a fermé ou bien quand il faut faire office d'un petit brise-vue pour que quand le soleil frappe, ça puisse faire des dessins dans le bâtiment. Ça, c'est assez excellent. Et donc, c'est ça la philosophie derrière. Non seulement on a des brise-vues, vous voyez, là par exemple, elles sont fermées, c'est bien. Mais on s'était dit au début, si quand elles sont ouvertes, comment est-ce qu'on fait quand les gens ils sortent au balcon? Comment ils se protègent? Bah voilà, on a cet élément-là que vous voyez là, c'est un garde-corps qui est là pour protéger. Je vous le remonte sur cette vue-là. Vous voyez ici, on a le garde-corps qui est là. Donc quand tu sors, tu peux venir te poser là, tu fumes un peu, tu mets là, voilà, si jamais il y a des fumeurs, ils sont là, ils vont peut-être fumer ou boire une tasse de café, voilà, il y a un garde-corps qui est là pour les protéger. Et quand les vitres se ferment, c'est naturel. Et donc, toutes ces méthodologies, tous ces systèmes sont réfléchis. Le garde-corps même, il est vitre. On n'a pas mis des garde-corps métalliques au risque de saturation de l'image, l'image du bâtiment. Et on a mis des garde-corps vitrés pour pouvoir renforcer ce côté fin et minimaliste du bâtiment. Par contre, la couleur, elle fait office à la terre qui est sur place. Et ça aussi, ça fait partie de la sauce secrète de mon accompagnement. Sur cette image, on fait un petit focus sur ce qui est l'espace garage. On a justement, voilà, donc là, l'espace parking, on remonte, on arrive, tac, la voiture se parque. Et là-bas, de l'autre côté, on a des motos qui sont parquées. Enfin, les motos, les taxis motos des différents collaborateurs de la boîte. Et ici, c'est pour vous montrer un peu le côté de l'entrée de service. C'est ici. Vous voyez, la différence, c'est que là, vous voyez, là, on est sur le niveau du sol. On va monter les escaliers, on va arriver ici. Et quand on va remarcher à l'intérieur du projet même, le projet monte par niveau. Donc, le sol, on va le faire de telle sorte à ce qu'il soit par niveau. C'est pourquoi c'est toujours bien quand les clients ils prennent la partie architecture, quand on suit aussi un accompagnement jusqu'à la partie réalisation, jusqu'à la clé en main, parce qu'il y a certains systèmes de construction et certains détails qui sont très très importants que l'architecte puisse avoir le suivi dessus. C'est ça ce qu'on appelle la mission de maîtrise d'œuvre. Donc ça c'est une mission à part des plans, mais c'est vraiment une mission de suivi de chantier. L'architecte fait vraiment ce travail de suivi de chantier, de respect des choses. Si jamais il y a quelque chose qui manque, il est là, lui ou un membre de son équipe, voilà, c'est ce qu'on propose aussi comme prestation dans notre cabinet Vitam Studio. Si vous voyez, après ça dépend des pays, principalement là il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo qu'on couvre, il y a le Cameroun qu'on va bientôt, qu'on est déjà sur place parce qu'il y a un projet, généralement c'est un projet qui nous emmène dans un pays, ça je pense que vous l'avez compris. Et en ce moment, Dieu seul sait qu'il y en a pas mal. Et donc ici, cette image montre l'intérieur du projet. Vous savez, quand on entre l'espace parking, voilà, la voiture se parque à l'intérieur. Et là, c'est l'espace vert qui serait notamment à cet endroit-là. Vous voyez, tout est vraiment réfléchi et pensé de telle sorte à ce que le projet soit agréable à regarder à l'intérieur. Non seulement en termes de couleur, mais en termes de spot, en termes de lumière qui serait vraiment très modéré. Si ce projet suit la prescription, toutes les prescriptions et tout le détail qui est livré, ça sera vraiment un grand chef-d'œuvre dans ce quartier de Ouaga 2000. Ça, c'est certain. Et ça, c'est la porte du côté Guérit. Voilà, le gardien, il est là, il fait sa vie. Là, c'est l'endroit de l'entrée. Il vérifie toujours, il check toujours au cas où il a toujours une grande ouverture ici pour checker qui rentre pas, voilà, qui badge et qui badge pas. Et ensuite les personnes viennent rentrer directement dans les fenêtres. On a des grandes ouvertures, toujours des grandes ouvertures pour un apport d'aération si jamais il fait trop chaud, ou alors pour fermer aussi pour bloquer la chaleur qui doit entrer. Donc ça joue deux fonctions. Ici les amis, on est derrière, vous savez, derrière je vous ai parlé de l'espace véranda. Une fois qu'on est dans la cuisine, quand on ressort de la cuisine, on est sur l'espace véranda, on peut poser des petites tables, manger à l'extérieur, boire, fumer, discuter, c'est l'espace de pause un peu. Et de l'autre côté, là-bas, ça sera l'espace du groupe électrogène. Ici, notamment, là, l'espace du groupe électrogène, et là, c'est le local technique. Donc, ça sera surélevé sur une dalle pour ne pas être posé à même le sol. Et là, c'est l'espace technique. Et tout ça, ce sera un espace vert. Mais l'espace vert, ce sera sous le puisard infoseptique, parce que c'est ici qu'on va mettre les puisards infoseptiques en dessous. Et les trappes seront ici. Donc, elles seront mises à ce niveau-là, les trappes d'ouverture. Tout ça, c'est déjà pensé. Ça, c'est sur le carnet des détails que je ne vous montre, que je ne vous dévoile pas généralement, parce que ça, c'est des trucs personnels et privés pour le client, mais c'est sur le carnet des détails. Voilà, cet espace, devinez c'est quel espace. Je vais pas le commenter. Vous l'écrivez en commentaire, cet espace. Vous écrivez le numéro de la minute et vous écrivez où est-ce qu'on est à cet espace. C'est quoi cet espace exactement? Ça mène où? C'est quoi cette porte? Ça donne où? Si vous avez suivi jusqu'à la fin. Et là, donc, on est sur une autre image qui montre l'espace parking, comment il sera organisé. Il sera sur une belle dalle comme ça, une dalle en bouchardé, en béton bouchardé, et ça sera là. Ça sera très
tranquille parce que l'avantage du béton bouchardé, bon non, là en entrant dans les techniques, c'est pas si important pour vous. Encore une autre image de l'espace parking, donc ça je vais vous la passer. Sur cette image, on voit l'arrière du projet. L'arrière, c'est ce côté-ci, là où on a cet élément, cette fenêtre ça c'est les fenêtres de service, hein, vous savez, c'est les fenêtres qui sont pas des fenêtres directes. Les fenêtres directes sont généralement placées de ce côté-ci. Et donc là, on a l'espace de véranda en haut. Là, on a cet escalier magnifique qu'on a créé ici pour pouvoir monter directement au niveau haut. Et là, c'est la véranda, la terrasse du bureau de l'assistant directeur. Et là-bas, c'est le côté du bureau directeur. Et tout ça, c'est la grande terrasse la toiture terrasse qui sera accessible à ce niveau-là. Voilà une autre vue un peu plus focus sur cet espace. Donc là, on a les fenêtres, généralement des espaces toilettes pour l'aération au maximum. Et là également, les fenêtres toilettes et tout le reste. Les petites fenêtres là, c'est pour les espaces d'aération des toilettes parce que ça sert à rien de les faire grandes. Et là, c'est les grandes fenêtres des espaces principaux. Voilà un autre détail qui détaille bien comment l'escalier va vraiment. C'est un escalier hélicoïdal qui monte juste directement. Donc quand on arrive là, éventuellement, on arrive au rez-de-chaussée, on le remonte et on arrive au niveau R+2. Ça permet de ne pas passer les espaces privatifs des bureaux des employés. Si jamais ce sont des gens extérieurs qui veulent juste venir lorsque l'entreprise organise des branches à certaines occasions. Cette image, les amis, montre le projet un peu dans son ensemble, donc la maquette globale du projet, comment ça se compose. Donc là, vous voyez bien les éléments de façon beaucoup plus claire. C'est une axonométrie, ça s'appelle. On voit la guérite de ce côté-ci. On voit notamment cet espace qui ressort en porte-à-faux. Vous voyez, c'est vraiment tout ce bloc qui ressort en porte-à-faux. Et en haut, on a notamment les espaces du bureau du directeur. Quand tout ça s'ouvre, c'est magnifique. Et quand ça se referme également, c'est vraiment très, très, très magnifique. Et quand on voit ça, on appelle ça des gaines, c'est des endroits où passe la tuyauterie des bâtiments. Donc tout ça, c'est réfléchi, c'est dans le dossier technique également, bien entendu. Et à l'arrière, on a l'espace groupe électrogène ici et l'espace technique, notamment courant et tout ce qui est gestion des eaux, épuisards et tout le reste. Les mécanismes, c'est exactement ici. Et donc, voilà le projet dans son ensemble. Mais je vais terminer sur l'image principale. Voilà, je veux revenir sur cette image principale. Je vais terminer par là. La beauté qu'elle manifeste, notamment surtout quand on est au coucher du soleil et que quand on a les lumières qui sont allumées, on les voit, on a juste l'impression de voir quelque chose, mais on voit pas trop, on comprend pas trop c'est quoi. Voilà, c'est vraiment l'idée qu'on voulait créer ce petit flou là avec ces éléments qui ressortent. C'est vraiment un bâtiment identitaire forcément. Là, en plus, avec ce type de teinte, on est sûr à 99,9% que peu importe le niveau de poussière, peu importe le niveau de vent, on est vraiment sûr que le bâtiment ne va pas prendre de saleté trop vite parce que la saleté, ça fait vieillir le bâtiment, ça donne à ce qu'on ait envie de rénover tout le temps. Ce niveau-ci, on n'est pas seulement sur de la peinture, c'est autre chose. C'est un peu plus profond que la peinture parce que c'est vraiment, mais ça ressemble à de l'enduit qui est carrément incorporé. Non, je vais pas vous donner trop de détails. On me dit souvent que je donne trop de détails et trop de valeur dans les vidéos. Avec ce projet, quand on le fait et quand on le rend au client, le client est très content et moi également, je suis très content parce que quand je vois un client est content, c'est l'impact que ça a sur moi de savoir que le travail était bien fait, que le client il est complètement satisfait de son travail, de savoir qu'il ne m'a pas appelé en vain parce que quand les clients m'appellent, c'est vraiment parce qu'ils veulent quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus élégant, quelque chose qui dépasse leur philosophie à eux, quelque chose qui traduit ma philosophie à moi. C'est qu'ils la veulent énormément, donc je me mets à 100% sur ce projet, sur le travail, pour délivrer quelque chose qui ressort de là-dedans. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Vous imaginez pas, ça me fait plaisir de faire ce type de contenu. Surtout quand ça atteint les 1000 pouces bleus. Moi, ça me permet de produire encore d'autres contenus comme ça. Il y a un contenu encore qui va arriver le mois prochain. Dans le même style, mais bien entendu, je ne veux pas trop vous spoiler. Vous allez le découvrir très bientôt. Pour ceux qui veulent un accompagnement spécial, peu importe le projet que vous avez, vous voulez construire une cité différente, originale, mais vraiment un projet immobilier, un projet de promotion immobilier, un projet d'immeuble, de votre projet, de votre siège social, si vous avez une entreprise, peu importe le projet que vous voulez construire, même si c'est une villa avec vue sur mer ou avec vue sur ville, n'hésitez pas, vous avez le premier lien en description, vous réservez votre rendez-vous, on discute ensemble, ensuite on voit comment je vous accompagne pour votre projet, pour vous mener à bout, jusqu'à ce que je vous livre un projet avec satisfaction absolue. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide dans vos projets de décoration, d'aménagement, les espaces. Pour ceux qui veulent avoir un manuel dont vous avez accès, c'est un livre que vous téléchargez et qui vous livre certains secrets sur la décoration, l'ameublement, le rangement des pièces, comment sont faits les espaces. C'est un livre assez technique et assez intuitif avec beaucoup de dessins. N'hésitez pas, le lien est en description. Le pouce bleu, les amis, moi je vous lis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du projet, donnez-moi vos impressions. Moi je vous répondrai en commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je serai en commentaire pour lire toutes vos questions et répondre à toutes vos questions. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante, ma foi. C'était Sagesse Boutou, l'architecte.